Bonjour Alioune Badara Sy. Bonjour Madame Moreau. Voilà, Alioune Badara Sy, vous êtes le président du CREDA, Centre de recherche et d'études pour le développement de l'Afrique, également consultant en ingénierie de développement. Déjà, que pensez-vous de cette situation sociale que traverse le pays, des vagues de licenciements notées un peu partout? Que pensez-vous de ces vagues de licenciements? Parce que récemment, on a noté le licenciement de plus de 3 000 salariés par l'actuel régime et plus de 12 000 Sénégalais ont perdu leur emploi durant ce régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Que pensez-vous de cette situation? Merci beaucoup Madame Moreau. Je crois déjà il faudrait qu'on essaie de remonter sur 3 ans en arrière. Oui. Déjà en 2022, oui. Lors du magistère du président Macky Sall, au niveau du port autonome de Dakar, il y avait, si vous voulez, une vague de licenciement de 781 personnes. Oui. D'accord. En ce moment, il y avait Abdoulaye Ndiaye, qui était le représentant des agents du port, qui qualifiait la situation de drame social. Donc, pour dire que des vagues de licenciement ne sont pas, si vous voulez, sujettes, si vous voulez, à ce régime. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, il faut remarquer que ces licenciements ne viennent pas surtout du domaine public. Il y a aussi des structures privées. Je ne voudrais pas faire de la publicité pour une grande multinationale française qui a licencié 1300 employés en 2024, en août 2024. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait des impayés par l'État. Et donc, il y a beaucoup de chantiers qui ont été, si vous voulez, à l'arrêt. Cela veut dire que l'État sénégalais a trouvé des situations assez moroses. Donc, cette situation est un actif que l'État a pris de l'ancien régime, qui, comme on l'a su par rapport, si vous voulez, aux appareils de contrôle, il y avait beaucoup de gabegie. Et donc, cette situation, si vous voulez, de malgouvernance a pu impacter sur la situation actuelle. Et le régime est en train, si vous voulez, de faire. Maintenant, pour faire maintenant, on ne peut pas, si vous voulez, faire des omelettes sans pourtant casser des œufs. Ça, c'est très normal. Donc, et ce gouvernement a fait un élément qui est fondamental, celui de communiquer avec, si vous voulez, les gens pour leur dire que nous allons vers des situations assez difficiles parce que la situation a été maquillée de bout en bout. Donc, la vraie réalité économique, nous allons la montrer. Et cette vraie réalité, pour la vivre de façon objective et en rapport avec les partenaires internationaux, mais il faut qu'on restructure. Et pour restructurer, il faut commencer à élaguer le trop-plein dans les entreprises. Le trop-plein, c'est quoi? Des entreprises qui devaient recruter peut-être 30, 40, 50 personnes, on se trouve à des situations, si vous voulez, de 200 personnes. Mais ces gens doivent avoir l'honnêteté de savoir que c'est des gens qui sont payés ils ne viennent que dans ces entreprises par rapport aux 5. Nous connaissons, si vous voulez, la réalité de l'écosystème. Il y a des gens qui entrent dans des entreprises, le 5, ils se font payer, ils s'en vont. Mais ça, c'est flux, si vous voulez, d'un recrutement politique. Et ces gens viennent pour, si vous voulez, renvoyer ces gens le plus souvent. D'accord. Et la solution, qu'est-ce que vous suggérez à l'État exactement par rapport à cette situation? Parce que c'est des Sénégalais qui ont perdu leurs emplois et il faut peut-être gérer cette situation, socialement surtout. Oui, Madame Moreau, la situation, elle se décline par elle-même. Parce que la situation, c'est quoi? On a trouvé, si vous voulez, des entreprises qui ont un trop plein, si vous voulez, d'argent à ne rien faire. Donc, mais ces gens viennent pour restructurer. Donc, la restructuration est une des solutions de la situation. On ne peut pas, par exemple, avoir besoin de 30 personnes, on en recrute 200. Et donc, les renvoyer, c'est une des solutions. Maintenant, les personnes qui sont renvoyées... Vous pensez que c'est une solution, en fait, oui? Oui, mais c'est une solution de facto. C'est une solution de facto parce que on n'a pas besoin de vous. Vous êtes là à ne rien faire. Mais vous savez que vous ne devriez même pas être là. Parce que vous avez reçu un recrutement politique. Si c'était une entreprise privée, moi, je ne vais pas vous recruter, Madame Moreau, dans votre station de radio. Vous ne savez pas faire, si vous voulez, ce dont j'attends de vous, et je vous laisse, et je vous paie encore. Mais essayez de nous mettre dans l'évidence, si vous voulez, d'une entreprise. Nous sommes en train, ce régime est en train de refaire, si vous voulez, pas la roue, mais de refaire, si vous voulez, l'écosystème qui a été sorti de gabegie, de népotisme, de clanisme. D'accord. Donc, au niveau, si vous voulez, de certaines structures comme le port, l'AIBD, mais ce sont des structures où on ne faisait que recruter.
D'accord, hein? Donc l'État a raison, pour moi, si vous voulez, de renvoyer pour refaire, si vous voulez, maintenant. Maintenant, les gens qui sont renvoyés, mais chacun sait ce qu'il sait faire, mais que chacun puisse, que chacun aille faire ce qu'il a à faire, quel que soit le niveau. D'accord. Donc c'est ça ma position. Voilà, c'est ça votre position. Selon Freedom House, le Sénégal est l'une des démocraties électorales les plus stables d'Afrique. C'est un nouveau rapport. Vous en pensez quoi? Oui, déjà il faut dire que cette ONG Freedom House a été créée en 1941. Donc c'est une ONG américaine qui est fondée, spécialisée dans l'analyse et l'évaluation des libertés politiques et civiles à travers le monde. Oui. D'accord. Oui. Mais remarquez, cette ONG a un élément qui est fondamental. Cette ONG, beaucoup de gens ne connaissaient pas cette ONG depuis 1941. Mais cette ONG, elle est en train de s'aligner sur la ligne d'une communication. Parce que cette ONG, c'est que le Sénégal est en pole position, déjà par rapport, si vous voulez, aux découvertes pétrolifères, gazifères, aurifères, de diamants, tout. Le Sénégal est sur, si vous voulez, le pôle extrême, si vous voulez, de l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Mais cette ONG qui n'était pas si connue va faire une incursion dans l'environnement communication du Sénégal. Elle se fera connaître. Donc cette ONG est en train de faire ce qu'on appelle une relation publique. Elle veut se faire connaître. Déjà, ça c'est d'une part. Mais d'autre part aussi, le Sénégal va pouvoir profiter, si vous voulez, de cette ONG. Pourquoi? Parce que l'appréciation de cette ONG va faire en sorte que les institutions financières vont dire que, puisque le Sénégal est stable, nous allons injecter de l'argent. Parce que les ONG, les structures financières ne cherchent qu'à la stabilité. Maintenant, c'est au gouvernement sénégalais de profiter, de faire quoi? De surcommuniquer par rapport aux agences de communication africaines comme internationales pour dire que telle ONG a dit ceci sur le Sénégal. Donc, venez investir. Et donc, tout le pool, si vous voulez, de communication, les appareils de communication du gouvernement doivent saisir au rebond, si vous voulez, l'appréciation de cette ONG pour communiquer dans les plateformes internationales, si vous voulez, de sensibilisation, comme les agences de presse. D'accord, hein? Et surtout aussi les agences de presse occidentales comme Reuters ou autres, pour dire que une ONG crédible qui est aux États-Unis a communiqué, donc voilà, le Sénégal c'est partie de ces. Mais le dernier élément que je veux dire par rapport à ces ONG, mais ce sont des ONG comme ma structure, le CREDA, qui pourrait dire les États-Unis font partie, si vous voulez, des plus mauvaises démocraties. Mais je ne serais pas écouté. Donc, le Sénégal ne devrait peut-être pas, quelque part, avoir une oreille par rapport, si vous voulez, à ces structures. Parce que ce sont des structures, comme n'importe quelle structure, ce sont des structures, si vous voulez, de la société civile qui donnent des appréciations privées, subjectives. D'accord, hein? Donc, et le plus souvent, il y a des gens qui achètent même ces appréciations. On prend de l'argent, on donne à ces gens pour leur dire que dites ceci sur nous. Donc, il y a tout un affairisme, si vous voulez, de communication qui peut aller derrière. Mais de toute la façon, l'État sénégalais peut saisir la balle au rebond pour dire nous sommes crédibles, telle ONG l'a dit, et venez avec votre argent. Et l'affaire Farba Ngom et Tahirou Sarr, l'affaire des 125 milliards de francs CFA, vous en pensez quoi actuellement, malgré la caution mise en place par Farba Ngom et Tahirou Sarr? Ils sont actuellement en prison. Que pensez-vous de cette situation? Oui, merci beaucoup. Vous savez que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux. Nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas dans l'espace du pôle financier judiciaire. Mais ce que je peux dire, il y a des informations d'instance dont le public n'a pas. Et si par rapport, si vous voulez, à leur malversation, il se cacher, si vous voulez, un autre problème de drogue, il se pourrait que ces gens puissent être poursuivis, certes pour une chose que tout le monde connaît, mais derrière, il se pourrait qu'il y ait, si vous voulez, des actes de trafic de drogue. Pourquoi je le dis? Il y a un certain Gourdindoy qui disait qu'il était allé voir Farba pour discuter, si vous voulez, avec lui d'une dette qu'il lui devait. Mais selon ses dires, moi je me souhaiterais peut-être ce que l'autre a dit et qui est disponible sur le net, il dit que Farba a voulu lui proposer, si vous voulez, une transaction, si vous voulez, en termes de cocaïne, pour l'acheter, si vous voulez, à travers le monde. Pourquoi je note ceci? Parce que cette manne financière de 442 milliards qu'une personne peut mobiliser ici au Sénégal, une personne qui n'a pas hérité, si vous voulez, de l'argent, donc ça ne peut être mobilisé que par rapport, si vous voulez, à une malversation, peut-être liée, si vous voulez, à la drogue. Je ne dis pas que c'est ça, mais il se pourrait que ce soit ceci. Maintenant, les enquêteurs ont des informations que le grand public n'a pas. Et donc, ces enquêteurs pourraient découvrir
cet aspect, et ces enquêteurs pourraient chercher à creuser cet aspect. Parce qu'une machination aussi grande ne peut être engrangée de façon très rapide et très grande que par, si vous voulez, cette filière, par exemple, d'autres qui sont des filières mafieuses et donc qui sont disponibles. Parce que Farba, il faut le préciser, avait, si vous voulez, l'onction, si vous voulez, du gouvernement, il y avait la possibilité de passer par des tuyaux diplomatiques pour faire entrer et sortir tout ce qu'il voulait. Et c'est ce qui a fait ressortir par rapport à la discussion avec Gorgui. Donc, pour dire que Taïrou est son ami en termes d'affaires. Donc, il se posait, si vous voulez, des fraternités en termes d'affaires. Donc, le lien peut se faire très rapidement. Il ne peut pas, d'ici entre le temps que Macky Sall soit président et au moment où Macky Sall n'est pas président, il devient multimilliardaire à prendre de l'argent, à jeter dans la rue. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a à creuser. Il faut creuser aussi sur le domaine, si vous voulez, du trafic international, si vous voulez, de drogue. D'autant que j'en finis par là, que lorsque, par exemple, Macky était là, il y avait une recrudescence, si vous voulez, de personnes qui ont été appréhendées de vente de drogue. Donc, je ne dis pas que le régime de Macky était dans ça, mais il se pourrait qu'il y ait des accointances à se faire, et ça, je laisse ça à l'appréciation des enquêteurs. Et on parle actuellement d'une éventuelle extradition de l'ancien président Macky Sall. Vous en pensez quoi avec cette convention entre le Royaume le Royaume du Maroc et l'État du Sénégal? En fait, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'avec cette convention, c'est l'ex-président qui est visé? Cette question a été réalisée par l'adoption d'une convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux détenus et le transport des condamnés. Mais cependant, des responsables sénégalais, notamment la présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Mme Fatou Diop-Cissé, ont précisé que cette convention ne concerne pas Macky Sall. Ça, ils ont précisé, donc il y a des informations qui doivent aller dans ce sens. Mais ce qu'il faut dire, moi je dis et je le répète, lorsque le président Diomaye a été élu, pour moi, le premier acte politique qu'il devait poser, c'était de dire au président Macky Sall, lors de la passation des services, pour lui dire que le Sénégal a besoin de vous, pour y rester pour 3 semaines, le temps de nous donner les orientations, quelques éclairages, d'accord. Donc mettez-vous à la disposition de l'État comme consultant. Mais c'est une façon de le mettre à la disposition du Sénégal et de ne pas le faire sortir. Donc le premier acte que Diomaye devait poser, c'était de faire en sorte que le président ne sorte pas de ce pays. Parce qu'en réalité, le président Macky Sall n'est pas sorti. Le président a fui. Et il dit qu'il n'a pas peur. C'est un lapsus. Mais c'est parce qu'il a peur qu'il dit qu'il n'a pas peur. Mais donc, s'il tient, si vous voulez, à son honneur, mais qu'il n'a qu'à rentrer, on ne peut pas être contraint juridiquement ou judiciairement pour rentrer. Et je crois qu'il doit venir au Sénégal pour rendre compte, parce que tout cet écosystème de Gabéji, qui se faisait sous son magistère, il doit y avoir un rôle direct ou indirect. Merci beaucoup Alioune Badara Sy d'avoir répondu à nos questions. Alioune Badara. Merci beaucoup Madame Morocco. Merci. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le président du CREDA, également consultant en ingénierie de développement. Alioune Badara Sy, merci d'avoir répondu à nos questions.